Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Donc, petit rappel avant de commencer, comme d'habitude, le replay vous sera envoyé par mail dès la fin du webinaire et le support est déjà en ligne sur le site de l'agence. Je vais vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. On a plein de gens de l'ANS pour vous répondre aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Voilà, Anne, Mathieu, je vous passe la main et puis bon webinaire à tous. Eh ben, je te prends la main du coup, Elodie. Bonjour à tous, bonjour Anne, bonjour Sophie, bonjour Justine. Aujourd'hui, on va parler messagerie sécurisée de santé dans le secteur du médico-social. Donc, on a plein de choses à voir, plein de choses sur qui a le droit, comment est-ce qu'on rejoint l'espace de confiance, où on en est aujourd'hui, et puis qu'est-ce qu'on va aussi pouvoir mettre en place très prochainement. C'est l'objectif de nos échanges. Hop, voilà. Aujourd'hui, j'interviendrai. Je me présente à Mathieu Slozard, je suis chef produit au niveau de MS Santé et j'interviendrai avec Anne Laurin qui travaille au sein, qui participe et qui est en charge du déploiement et notamment qui participe grandement sur la partie Mon Espace Santé, qui participe effectivement aussi sur toutes les actions de communication et de présentation de MS Santé à l'ensemble de la communauté. Quelques éléments de rappel. C'est vrai que cette slide-là, on se permet de la présenter à chaque fois. Je ne sais pas si vous êtes des habitués des webinaires, mais quelques petits éléments de rappel pour tous les nouveaux qui nous rejoignent. Et on sait que vous êtes souvent nombreux à nous rejoindre dans ce type de webinaire. L'agence du numérique en santé, qu'est-ce que c'est? C'est 3 missions principales. Un rôle de régulateur, donc qui consiste à créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé. Par exemple, c'est la production de référentiels comme la politique générale de sécurité des systèmes d'information, le cadre d'interopérabilité, même les référentiels MS Santé. Un rôle d'opérateur qui consiste à construire et assurer la conduite de projets numériques. Ça peut être le cas d'un opérateur MS Santé qui est Maïlis, par exemple. Et enfin, un rôle de promoteur qui est effectivement un rôle d'accompagner le déploiement des usages des services qui ont été créés par la communauté e-santé et permettre aux professionnels usagers de bénéficier des innovations numériques. Si on rentre maintenant dans le vif du sujet sur à quoi est-ce que MS Santé peut servir. MS Santé, c'est assez simple, c'est des mails, mais sécurisés. C'est un protocole qui permet entre 2 opérateurs de messagerie d'échanger des mails. Et donc, les mails, vous l'utilisez au quotidien, ça permet de faire plein de choses, ça permet de recevoir des résultats de biologie médicale ou des comptes rendus de consultation de son patient, transmettre la photo d'une plaie à un expert, faire une demande d'avis complémentaire à un confrère ou une consoeur dans le cadre de la télémédecine, par exemple, compléter, échanger autour de dossiers de prise en charge médico-sociale et sociale, on va en parler aujourd'hui, et puis informer l'ensemble de l'équipe de soins d'une nouvelle information de santé. Voilà, ces différents éléments qui peuvent être intéressants, qui peuvent être échangés au sein de l'espace de confiance MS Santé. Donc, aujourd'hui, maintenant qu'on a fait cette présentation, on va aller un peu plus dans le détail sur qu'est-ce que MS Santé et surtout où est-ce qu'on en est par rapport au sanitaire, par rapport au médico-social. On va parler de la généralisation des messageries sécurisées de santé MS Santé. Et puis, donc là, ce sera dans le cadre des ESMS. Et puis aussi, Anne complétera les éléments sur comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé. Donc, qu'est-ce que MS Santé et où on en est? On a voulu vous présenter des chiffres sur l'usage et l'équipement de MS Santé aujourd'hui. Donc, on voit que globalement, sur la partie sanitaire, on a bien progressé parce qu'aujourd'hui, on a 75% des établissements qui sont raccordés, c'est-à-dire qu'ils ont accès à au moins une boîte MS Santé, 51% des professionnels libéraux, 71% des laboratoires de biologie médicale, et puis sur le médico-social, et on a fait un petit focus sur les EHPAD parce qu'on avait un chantier cette année dessus, on est à 36% aujourd'hui de structures qui sont raccordées. On va bientôt avoir des indicateurs plus précis, je pense à partir de novembre, sur les sujets, des indicateurs qui arriveront tous les mois. Au niveau de l'usage, on a un petit record qui est tombé là le mois dernier, avec plus de 12 millions de messages émis au mois d'août. Et alors, effectivement, si on regarde le détail des émissions d'août, on se rend compte qu'on a beaucoup d'émissions qui sont liées à ce qu'on appelle DGS urgent.
On sait que le mois d'août a été un moment où il a fallu préparer la rentrée sanitaire. Il y avait pas mal de risques d'une nouvelle vague, et donc DGS Urgent, c'est un opérateur qui permet d'envoyer plein d'alertes dans l'espace de confiance lorsque il y a des besoins de prise en charge de patients, etc. C'est de l'information directement envoyée par le ministère et donc qui a permis de préparer la rentrée sanitaire dans le cadre de la crise Covid. Ah, je vois que nous, c'est le son qui passe pas, sauf s'il n'y a pas de commentaires. Je sais pas si... Alors, en cas de problème de connexion, n'hésitez pas à réactualiser votre page, voire à changer de navigateur, parce que je vous confirme que tout fonctionne. Ça marche. Ouais, je préférais m'assurer avant de continuer à parler dans le vide, ça aurait été dommage. Quelques éléments plus dans le détail sur qu'est-ce que MS Santé. Donc l'idée, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est pas une MS Santé. La MS Santé, en gros, n'existe pas. C'est un espace de confiance MS Santé qui en gros regroupe plusieurs opérateurs qui proposent des services de messagerie, un peu comme si on avait le Gmail et le Yahoo ou le laposte.net de la sécurité. En gros, on a ces différents types d'opérateurs, mais qui garantissent un certain niveau et donc l'espace de confiance MS Santé, donc le protocole et les standards et les référentiels MS Santé permettent de garantir la sécurité des échanges de données de santé, quel que soit le professionnel qui l'utilise, favoriser, et puis aussi bientôt le patient, on va en parler, favoriser l'interopérabilité de l'ensemble des messageries sécurisées de santé. Donc, entre tous ces opérateurs, on garantit qu'ils puissent bien échanger entre eux et permettre un gain de temps à travers des échanges de données dématérialisés. Donc, ça, c'est le bénéfice aussi patient direct, le bénéfice professionnel direct dans son usage. Alors, il y a un cadre légal sur MS Santé. Globalement, je ne vais pas vous le lister globalement, mais en gros, il y a deux articles de texte de loi sur lesquels on s'appuie principalement. C'est un article de loi, le 1110-4, qui est sur la modalité des échanges au sein de l'espace de confiance. Donc, on sait juste que ce qui est important de savoir dans cet article, c'est que seules les informations strictement nécessaires à la coordination, à la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social et social peuvent être échangées. Globalement, si on le traduit par rapport à notre interprétation aujourd'hui, on exclurait aujourd'hui, par exemple, les échanges liés à la facturation, qui n'embarquent pas de données de santé ou des données critiques à caractère personnel. Et puis, il y a un autre article qui liste la liste des professionnels habilités. Donc, on a bien sûr les professionnels de santé, les professionnels à usage de titres, chiropracteurs, psychothérapeutes, etc. Et aussi les professionnels du médico-social et du social et autres. On insiste vraiment sur cette catégorie parce que ce texte-là, il est sorti depuis 2016. Donc, la question de savoir est-ce que le médico-social et social a le droit d'échanger des données de santé. Donc, l'idée est de se dire, bien sûr qu'ils y ont droit, et c'est même dans la loi encadré. Et j'ajoute également que ces deux articles peuvent être complétés par d'autres textes que nous ne connaîtrons pas. Et donc, si jamais vous avez un texte qui vous autorise à échanger des données de santé, vous pouvez tout à fait rejoindre MS Santé. On verra le guide d'éligibilité qui vous permet de rejoindre MS Santé. Donc là, on revient effectivement sur un peu plus dans le détail des professionnels qui ont droit. Donc, je les ai cités, les professionnels de santé, les professionnels à usage de titres, les professionnels médico-social et social. On a fait un peu un élément en pratique sur cette partie-là, c'est-à-dire que, en gros, on retrouve évidemment les pilotes Maya parce qu'il y a tout le sujet, ces fameux noms professionnels, vous le retrouverez dans la liste, c'est des noms professionnels mettant en œuvre la méthode prévue à l'article, voilà, je ne vais pas tout citer, mais en gros, c'est la méthode Maya. Les gestionnaires de cas et référents de parcours complexes, les équipes médico-sociales APA, responsables de secteur SAD, éducateurs spécialisés, auxiliaires de vie et de soins. Voilà, ça, c'est des exemples, mais qui permettent, c'est globalement ce qu'on retrouve dans le texte. Enfin, pour finir, pour compléter le parcours de qu'est-ce que MS Santé, c'est important de voir qu'on distingue trois types de boîtes, de possibilités de se raccorder à l'espace de confiance. Alors, il y a des boîtes nominatives, comme on les connaît tous, avec prénom, point nom, @chupo pour l'exemple, là, .mssanté.fr. C'est intéressant de se dire que on le conseille, on le recommande, c'est pas toujours le cas, mais globalement, la plupart ce qu'on appelle les noms de domaine MS Santé, c'est la partie après le arrobase. Donc, en gros, le nom de domaine, des noms de domaine MS Santé se finissent
quasiment tout le temps par mssanté.fr. Ça vous permet de tout de suite savoir si c'est une boîte aux lettres MS Santé. Boîte nominative, boîte organisationnelle, donc c'est une boîte de service finalement où il y a plusieurs professionnels mais qui doivent être identifiés, c'est important, qui doivent être connus, tracés, etc., qui accèdent à une même boîte. Donc c'est pratique pour les services hospitaliers par exemple ou pour les boîtes de structure. Et enfin des boîtes applicatives qui permettent de l'envoi automatique. C'est-à-dire l'idée c'est pas qu'on envoie de l'information sur ces boîtes-là, c'est comme des no reply, vous avez sans doute vu le voir, ou des ne pas répondre comme on le voit aussi en bon français. C'est des boîtes effectivement qui permettent de pousser de l'information automatique. Et j'enchaîne justement, je crois que c'est encore à moi, pour faire la généralisation des MS Santé aux ESMS. Donc, l'idée là derrière, c'est que on a fait pas mal d'études, de pilotes, d'observations sur le terrain sur comment est-ce qu'on peut généraliser MS Santé au médico-social. Maintenant qu'on sait que c'est possible, maintenant qu'on sait qu'ils ont le droit, que le secteur y a droit, qu'on sait qu'il y a des besoins, qu'on a à peu près les éléments pour le faire, etc., comment est-ce qu'on y va? Alors, nous, on a vu 3 éléments qui nous semblent importants et qu'on est en train de mettre en place dès maintenant. C'est évidemment dans le cadre du soutien de SMS numérique et du Ségur de la santé, c'est le soutien au déploiement pour les ESMS numériques et l'accompagnement des éditeurs à la mise en place d'EMS Santé dans les solutions. Ça va être très important, c'est notre ambition première. On sait que dans le médico-social, on est à peu près à 15 fois le nombre de structures du sanitaire, donc il faut qu'on améliore notre capacité à déployer, nos niveaux de relais de déploiement finalement. Et on a des structures de coordination. Alors, on ne va pas évidemment leur demander de faire du déploiement à la place des acteurs qui sont particulièrement bien équipés sur le sujet, notamment les ARS et les GRAD. Mais c'est vrai qu'on voit des acteurs comme les DAC qui sont en coordination avec plein d'autres acteurs. On voit les acteurs comme les MDPH qui sont en coordination aussi. Et pour nous, ça devient des cibles prioritaires parce qu'effectivement, si elles sont dans un usage de MS Santé et qu'elles en sont contentes aussi, c'est ça aussi l'intérêt. Après, derrière, il est plus facile après d'accrocher leurs partenaires en utilisant un outil pour la coordination des acteurs. Donc, et enfin, un dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est une partie un peu plus technique, socle, c'est que comme vous le savez, pour accéder à des services numériques, il nous faut être en capacité d'identifier les professionnels du médico-social et du social, y compris les structures. Donc, c'est pour ça que le portail RPPS+, là, est en cours de finalisation pour être mis en production. Et il va permettre d'identifier les acteurs. Et à partir de ça, ça va permettre d'avoir accès à un certain nombre de services qui sont notamment MS Santé, avec des boîtes personnelles, organisationnelles, applicatives, le DMP, les téléservices INSI, Pro Santé Connect, ICPS. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on fasse un parcours coordonné, que ce ne soit pas juste MS Santé d'un côté, le DMP de l'autre, RPPS plus l'autre, c'est qu'on arrive à avoir un point de départ et un point d'arrivée avec l'ensemble des services. Les prochaines étapes. On a dans l'idée, et on vous ressollicitera encore, là, on a un peu du mal à trouver la date pour tout vous le dire, mais on a effectivement dans l'idée de faire un kick-off de lancement national sur le déploiement, sur la généralisation MS Santé pour le médico-social, l'accompagnement des pilotes Ségur médico-social, évidemment, ce qui va être mis en place là prochainement via les task force et qui ont été lancés d'ailleurs via les task force Ségur à ce sujet. Lancement et enregistrement, formation et équipement des nouveaux relais de déploiement, en tout cas des priorités là qu'on a citées, c'est-à-dire les DAC notamment. On est déjà en train de travailler avec certaines régions pour voir comment le faire. Lancer les actions de communication et d'information, comme on est déjà en train un peu de le faire, mais on ira un peu plus loin quand on aura des idées encore plus claires sur le sujet et qu'on voudra aider aussi les acteurs du déploiement pour le faire. Et enfin, les diffusions et sessions d'appropriation pour les acteurs. Donc l'idée, c'est qu'aussi on fasse de la formation sur le cadre juridique, le cadre des usages, sur donc en gros ce qu'on peut et ne peut pas faire avec MS Santé et qu'on peut faire peut-être avec d'autres outils. On veut effectivement mettre en place ces formations-là ensuite.
Le temps de questions-réponses est à la fin, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Ouais, c'est ça, on Ok. on enchaîne et puis en effet, on va prendre toutes vos questions après. N'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions, hein, on prendra celles qui sont dans le chat, mais si maintenant vous pouvez les mettre dans l'onglet questions, c'est parfait. Donc Bah, je on te laisse va la parole, du poursuivre coup. merci Mathieu, on va poursuivre donc et voir ensemble comment rejoindre l'espace de confiance MS Santé. Donc c'est un projet technique, mais c'est finalement avant tout un projet organisationnel et il y a vraiment, un certain nombre de questions à se poser, collectivement au sein de vos structures. D'abord établir quel est, votre ou vos usages, hein. Quelle est, l'ambition qui se cache derrière la mise en place d'une messagerie sécurisée de santé? Ensuite, êtes-vous en effet éligible? Y a-t-il à minima, 1 ou plusieurs professionnels éligibles au sein de votre structure? Et puis ensuite, bien sûr, comment ouvrir une boîte MS Santé? Donc là, on est un peu plus sur le pan en effet, technique, réglementaire et qui peut vous accompagner, sur votre territoire pour procéder, à l'ouverture, de cette, BAL MS Santé, hein. Donc la comme je vous le disais, hein, la messagerie, c'est rarement un projet, personnel et il va vraiment falloir intégrer un certain nombre de professionnels en interne pour que ça se passe bien. Monter une véritable équipe projet avec, des personnes, techniques si vous en avez, évidemment et surtout, les personnels, métiers, soignants, médicaux, administratifs, qualité, pour être sûr de ne rater, aucun, maillon important, de la chaîne, du parcours. Définir le modèle organisationnel qui va être le plus adapté, justement à votre structure et à vos cas d'usage et puis formaliser ses besoins de manière, concrète, hein. Donc vous voyez ici, voilà, qui va échanger, quel est votre process actuel et quel est votre process cible, quelle est la volumétrie des échanges, hein, et à quelle fréquence vous souhaitez échanger, et avec qui. Quelle typologie de documents vous allez, partager, hein, et puis, quels sont, vos outils actuels et éventuellement, du coup, pour voir un petit peu le delta avec ce qui est à prévoir éventuellement en montée de version, en équipement matériel et cetera. Donc c'est vrai que c'est une étape qui est, pas des moindres, et il faut vraiment prendre le temps de faire ce travail-là pour, justement derrière être gagnant et finalement être sûr d'avoir fait, les bons choix, au départ, hein. Donc il y a plusieurs, exemples de cas d'usage qu'on vous met en lumière ici, plus spécifiques, au champ du médico-social. C'est évidemment l'idée, de pouvoir partager le dossier de liaison d'urgence entre, le SMS et l'établissement sanitaire. Également les comptes rendus de biologie, donc en format, structuré, hein. Si vous avez regardé un petit peu, ce qui se cache derrière le Ségur, au niveau du couloir de biologie, on est bien sûr, de l'échange et du partage de comptes rendus de biologie, structurés, hein, donc pour une, parfaite intégration dans, les logiciels. Donc là, le partage que le laboratoire pourra effectuer de ce compte rendu de résultats vers le SMS pour, une prise en charge plus rapide et une meilleure intégration dans vos outils. En autre cas d'usage, on peut avoir le plan personnalisé de soins, donc là qui, impactera, les dispositifs d'appui à la coordination vers, les services de soins infirmiers à domicile, les SAD et cetera. L'échange entre SAD, là avec, vraiment un échange ville depuis le médecin traitant, hein, depuis le professionnel libéral, vers les services, à domicile et puis également, l'échange de prescriptions entre officines de ville et ESMS. Donc ce sont quelques cas, d'usage. Évidemment, il y en a, beaucoup d'autres. C'est vraiment pour vous donner déjà une idée du champ, des possibles, mais encore une fois, ça ne saurait représenter, l'ensemble des usages, possibles, au travers, des messageries sécurisées de santé. Alors pour, pouvoir, aller plus loin par rapport à ce qu'on s'est dit depuis le début, on met plusieurs outils à votre disposition, dont un guide interactif d'éligibilité qui vous permet pas à pas, de répondre aux premières questions et de voir si, vous êtes bien, dans, les clous et comment, avancer, de la meilleure façon, quelles sont les étapes à franchir pour aboutir et mettre en place, les messageries sécurisées de santé dans vos établissements. Alors l'ensemble, ici, des prérequis, AMS Santé, donc on aborde notamment, la question de l'identification et on en a un petit peu parlé, précédemment. Les bénéfices de l'enregistrement dans le RPPS+,
Le professionnel, vous le savez, a une identité de référence et cela, voilà, va éviter la création de multiples identités locales pour accéder aux différents services numériques. Donc évidemment, ici, ce qui nous intéresse, les messages de sécurité de santé, mais pas que. Le DMP et puis, plus loin, dans les temps, Mon espace santé, bouquet de services pro. Pro Santé Connect pour accéder aux services numériques, notamment en mobilité et puis, l'identifiant, national de santé pour vraiment avoir, comme, je crois, ils le disent, dans le slogan, bien identifié, bien soigné, avoir, une harmonisation et une sécurisation de l'identité, donc une sécurisation également, des données par la même occasion. Donc, comment ouvrir une boîte? On va vous montrer un petit peu plus loin aussi, bah, justement les professionnels sur vos territoires qui peuvent vous accompagner. Mais évidemment, toute cette, messagerie sécurisée de santé s'appuie sur un corpus documentaire, un corpus référentiel, hein, qui s'applique, à l'ensemble, des opérateurs. Donc on a 2 référentiels, importants, le référentiel opérateur MS Santé et le référentiel client de messagerie, hein, donc qui permettent aujourd'hui, de garantir, une harmonisation dans justement, la mise en place, des éléments techniques, je dirais, des messages sécurisés de santé dans vos outils. Encore une fois, avec pour objectif d'avoir une meilleure intégration d'MS Santé, dans vos outils métiers et à ce titre, ces référentiels évoluent. Alors ils ont évolué déjà au cours de la vague 1 du Ségur et puis ils vont encore évoluer au cours de la vague 2 du Ségur et vraiment avec, l'ambition, d'avoir un meilleur service, pour vous, une meilleure fluidité, une meilleure intégration et puis, ben, d'imposer un certain nombre de règles aux opérateurs et aux éditeurs de clients de messagerie avec, vraiment le but que pour vous professionnels, on fasse le job et que vous y trouviez, immédiatement et de façon transparente, votre intérêt et surtout, voilà, que vous puissiez, créer des usages. Donc comme vous le voyez, hein, rapidement, on vous a mis le lien vers le catalogue de l'offre industrielle et régionale pour vous permettre d'aller plus loin, dans, justement, les possibilités, d'équipement et les industriels du marché, autour de ces messageries sécurisées de santé. Alors, qui peut vous accompagner sur vos territoires? Donc il y a plusieurs, canaux possibles. Il y a évidemment suivant votre typologie de structure, si vous appartenez à un groupe, par exemple, bah, directement vous rapprocher en première intention, de la direction des systèmes d'information de ce groupe pour voir ce qui est prévu, hein. Les relais régionaux avec les groupements régionaux d'appui au déploiement de la e-santé qui sont vraiment, voilà, les bras armés, du numérique sur les territoires vers lesquels vous pouvez vous tourner, c'est leur métier, ils sont là pour vous accompagner. Les éditeurs, de logiciels, donc évidemment, si vous avez déjà, des outils métiers, vous pouvez vous rapprocher de votre éditeur pour savoir, si, il intègre, MS Santé ou s'il a éventuellement des partenariats avec des opérateurs, des éditeurs de clients de messagerie. Et puis, côté relais nationaux, bah, c'est l'exercice qu'on fait, avec vous aujourd'hui, hein. Donc l'Agence du numérique en santé, bien sûr, l'assurance maladie, hein, qui, accompagne également, les EHPAD et puis, les fédérations, du médico-social. Donc vous voyez qu'il y a tout un panel d'interlocuteurs possibles pour, vous permettre d'avancer, dans votre projet, hein. Donc on va prendre, vos questions, je crois qu'il y en a déjà dans le chat. Je propose peut-être qu'on commence par le chat avant de passer à l'onglet questions pour être sûr de ne pas rater ce qui s'est dit au début. Je crois qu'il y avait de premières questions, notamment pour savoir si dans nos indicateurs, nous avions des chiffres, d'usage, de MS santé dans le médico-social, mais plus particulièrement dans le secteur des personnes handicapées. Si je comprends bien ce qui Oui, est alors, voilà, normalement. On va les avoir globalement à partir de novembre, donc fin novembre pour les chiffres d'octobre. On aura dans les rapports indicateurs les éléments sur PA, PH et des différents secteurs aussi qui ont été identifiés dans le cadre des différentes task force, dans le cadre de SMS numérique. On a fait un détail assez conséquent au niveau national et par région. Donc, pour ce rapport indicateur, il est toutes les personnes, donc tout le monde peut obtenir ce rapport indicateur. Il suffit de nous envoyer un mail
Je voudrais retrouver, je pense que Justine a peut-être l'adresse mail sur laquelle nous envoyer les éléments. Mais en tout cas, ça sortira fin novembre, normalement. On s'est envoyé par mail. Voilà. Oui. Je remontais, je crois que j'ai raté un truc. C'est pas facile de naviguer dans Parce que, le chat. Ah oui, voilà, Dominique, nos EHPAD sont équipés avec ApiCrypt, réception H' santé des résultats de bio, etc. Mais les généralistes ne disposent de loin pas tous d'ApiCrypt, ils sont plutôt sous MS Santé. Y aura-t-il compatibilité entre les différents systèmes de messagerie sécurisés? alors, comme ça, parce qu'il y a beaucoup de questions sur ApiCrypt, Ouais. ça permet d'y répondre un Mmh. peu à tout en même temps. ApiCrypt, aujourd'hui, dans sa version 1, c'est-à-dire c'est qu'il y a deux versions. Il y a une version 1 historique d'ApiCrypt et une version 2 qui, elle, est compatible avec MS Santé. La version 1 ne sera jamais compatible avec les messageries MS Santé. Voilà, ça c'est important, c'est une autre messagerie. Et donc ApiCrypt a sorti la V2 qui, elle, est compatible avec MS Santé. Et donc, pour les professionnels qui souhaitent rester chez ApiCrypt, ils peuvent tout à fait solliciter ApiCrypt pour avoir une version 2 qui fonctionnera de la même manière normalement, etc., qui respectera le même cadre de sécurité, ce que ne faisait pas ApiCrypt V1. Et après, une fois avoir ApiCrypt V2, du coup, les échanges avec l'ensemble des autres messageries MS Santé seront possibles. Voilà. Donc à ce niveau-là, ApiCrypt, globalement, ils ont fait le choix de cette migration-là, et donc il faut contacter ApiCrypt pour basculer, quoi. Alors, on a une question de Christophe David. Bonjour. Pour un EHPAD, boîte nominative ou boîte organisationnelle? Bah là, ça revient un peu à ce qu'on s'est dit pendant la présentation. Les bonnes questions à vous poser en termes d'organisation. C'est difficile de répondre comme ça sans connaître l'organisation de votre structure, les professionnels qui y évoluent. Et j'ai presque envie de vous dire, ça peut être aussi boîte nominative et ou boîte organisationnelle. Donc, il faut vraiment en passer par ce déroulé projet pour savoir quel type de balle mettre en place. Voire éventuellement une boîte applicative dans le cas d'envoi de documents, de DLU ou des éléments comme ça peut être aussi une boîte applicative. Je voulais juste rajouter une petite chose sur ApiCrypt qui est importante, c'est que tous les éléments là aujourd'hui qu'on est en train de mettre en place, que ce soit SMS numérique, le Ségur, même la partie ROSP, pour les établissements ou les libéraux qui y sont éligibles, aujourd'hui ne prendront plus en charge ApiCrypt V1. Voilà, c'est vraiment MS Santé, toutes les messageries MS Santé. J'ai pas de vocation, ça peut être ApiCrypt V2, il n'y a pas de problème, mais on est bien sur ApiCrypt V2. Voilà, et donc MS Santé. La V1 aujourd'hui n'est plus considérée comme éligible à ces financements. Voilà. Tout à fait. Alors, Clémence de Bloch, s'agissant d'un espace de confiance, de manière pratico-pratique, MS Santé serait un module, une extension à charger sur une messagerie existante. Donc là, on va faire la lumière. Tu veux que je m'en occupe ou Vas-y, comme tu le veux. Alors, MS Santé, c'est un ensemble de messageries. C'est vraiment des messageries, c'est-à-dire que c'est une boîte à part, c'est pas un module, voilà, c'est un ensemble de plein de messageries différentes. C'est comme si vous aviez, comme je le disais tout à l'heure, un Gmail sécurisé, quoi. C'est-à-dire que c'est une boîte où vous avez des messages dedans et vous pouvez échanger avec d'autres messageries MS Santé. Voilà. Donc, c'est pas un module qu'on installe. Par contre, il y a une petite chose qui est intéressante, c'est comment est-ce que cette messagerie qu'on pourrait avoir en webmail, vous savez, quand vous vous connectez via votre navigateur Firefox ou d'autres navigateurs, lorsque vous vous connectez à cette boîte webmail, alors des fois, on aimerait bien que ça se connecte directement sur son Outlook ou sur son outil métier. Donc, en gros, la question est de savoir comment est-ce que mon logiciel métier intègre bien ma messagerie MS Santé pour que j'ai pas 15 000 outils ou 15 000 fenêtres à ouvrir. J'ai ma messagerie non sécurisée, ma messagerie sécurisée, et je peux utiliser les deux. Donc, aujourd'hui, il y a pas mal de solutions pour intégrer sa messagerie. C'est justement aussi l'objectif du Ségur, de renforcer cette intégration pour pouvoir que votre messagerie, vous puissiez l'utiliser de manière tout aussi facile que votre messagerie professionnelle non sécurisée et que ça soit assez transparent pour vous. Il y a même des solutions de mutualisation des boîtes, c'est-à-dire c'est que les adresses sont différentes, mais lorsque vous recevez, vous l'avez sur la même, vous le recevez sur la même, le même écran et sur la même boîte au final, stocké sur votre poste. Donc il y a plusieurs possibilités. Il faut voir avec votre opérateur, votre DSI ou les solutions, votre éditeur aussi en premier lieu,
pour voir ce qui est faisable, mais il y a quand même aujourd'hui pas mal de solutions pour le faire. Alors, on a une question un peu d'argent. Est-ce que vous savez comment sont facturées ces messageries par utilisateur, par nombre d'emails? Une idée du coût? Alors ouais, on a justement, on a des idées là-dessus, mais on va pas les donner. Non, si, on va les donner. En gros, on a les. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux modèles de financement de ces éléments-là, et le plus répandu, c'est au forfait, c'est-à-dire vous payez une certaine somme, considérée entre 60 et 120 euros pour les opérateurs qui vendent des boîtes par an. Voilà. Donc en gros, 6 euros par mois pour une boîte sécurisée d'un giga de mémoire. En gros, c'est à peu près les prix. Il y a aussi des offres régionales qui, parfois même gratuites. Il y a aussi Mailise au niveau gratuit, mais c'est moins orienté médico-social et structure. Mais il y a aussi des offres régionales qui parfois sont gratuites également. Et puis il y a aussi des industriels et des opérateurs qui sont au coût par boîte. Je ne sais pas si on a le droit de les citer, mais en tous les cas, il y en a qui sont pas au coût par boîte, au coût par mail envoyé. Parce qu'ils vont faire, justement, ils considèrent que l'envoi massif par messagerie coûte moins cher que l'envoi par papier, ce qui est vrai en soi. Et donc, l'idée, c'est de s'ajuster en fonction de ça. Ouais, il y a les deux modèles, mais globalement, sur une boîte, ce qu'on voit dans le médico-social, c'est plutôt une orientation au forfait par boîte. Et donc, on est entre 60 et 120 euros la boîte en fonction du nombre il y a plusieurs critères. Et donc, par an, et ça peut même être moins cher dans le cadre d'une offre régionale. Voilà. Alors, on a une question, Sophie, je pense que tu pourras peut-être compléter avec ton expérience. Quels sont les usages identifiés chez les ESMS pour l'utilisation de l'espace MS Santé? Donc, on vous a montré quelques usages possibles tout à l'heure, notamment le partage du DLU. Si tu veux compléter, Sophie? Oui, bah, j'ai l'impression, comme la question avait été posée avant Ah que d'accord, tu y OK, répondes, ça marche. peut-être enfin, que vous avez apporté les réponses. Nous, juste pour compléter, on a identifié aussi dans le cadre du domicile, hein, des services d'aide et d'accompagnement à domicile, des éventuels usages. C'est-à-dire potentiellement autour ça s'appelle du responsable de secteur, pardon, qui coordonne et qui met en place le maintien à domicile, en tous les cas les actions qu'il faut faire à domicile. Il a besoin d'être en lien et de renforcer ses liens avec le médecin traitant. Et donc potentiellement dans ce cadre, il y a de l'échange de données de santé. Aujourd'hui, ces échanges se font par mail non sécurisé et essentiellement par téléphone. Et donc, ça pourrait être un vrai avantage de sécuriser et de tracer aussi ces échanges grâce à l'utilisation d'une MS Santé. Merci Sophie. Alors on a une question de Carole donc, qui nous dit donc au sein de ces établissements, il y a déjà donc la mise en place de messagerie professionnelle, je dirais voilà, standard. Comment se passe le lien, MS Santé avec, ces messageries, pro existantes? Est-ce qu'il y a une surcouche supplémentaire, un surcoût? On vient un peu d'en parler et comment du coup lier ces boîtes, de messagerie sécurisée de santé avec finalement les boîtes classiques déjà en place dans l'établissement? Ça, il y a plusieurs possibilités et ça dépend beaucoup aussi de l'opérateur parce que on sait qu'il y a des solutions avec des proxys qui permettent de joindre les boîtes pour que ce soit plus facile. Il y a même aussi la possibilité de mixer. Ça peut être aussi une question d'interface parce que ça peut être deux boîtes différentes, mais qui, vous voyez, dans Outlook, quand on a deux boîtes différentes qui sont installées ou dans Apple Mail, souvent on voit le résultat de toutes les boîtes affichées dans un onglet et ça permet, et après on sait, par contre, on choisit par quelle boîte on veut l'envoyer, etc. Donc en fait, il y a une question aussi d'architecture, donc il faut le voir avec l'opérateur et son éditeur, et puis une question d'interface aussi qui peuvent être adaptées en colorant par exemple en bleu tous les messages sécurisés, etc. Il y a plusieurs possibilités pour le faire pour que ça soit le plus simple pour l'utilisateur. On n'a pas une standardisation, on aimerait aller vers une standardisation vers ça, mais aujourd'hui effectivement l'idée c'est aussi de laisser la liberté aux professionnels et aux industriels de proposer des interfaces innovantes pour pouvoir faciliter l'échange. Alors, on a une autre question. Les pros du secteur, là plutôt liée à l'authentification, les pros du secteur du médico-social vont être équipés d'un moyen d'autante forte CPX pour accéder à la messagerie sécurisée de santé.
Je vais Oui, Yajong, je t'en prie. Bonjour à tous. Yajong Weber, je suis responsable d'offres. Je m'occupe de la partie identification électronique des acteurs, donc notamment les MIE associés, donc les moyens d'identification. Oui, effectivement, donc pour le secteur médico-social, il y a déjà pas mal de professionnels comme par exemple les assistants médicaux, les assistants de service social ou les psychologues qui ont peut-être une carte CPS en fait dans le cadre de leur travail au sein de l'établissement. Et puis d'autres, par exemple, comme les éducateurs spécialisés, j'ai vu dans les chats, quelqu'un a posé la question, ils sont aujourd'hui ni référencés dans le référentiel APPS, ni dans la ADLI. Bon, ADLI va rejoindre la APPS d'ici 2022. Du coup, pour ces professionnels-là, aujourd'hui, ils n'ont pas de identifiant national ni de, CPX. Donc associé. L'idée de IPPS Plus demain, ce serait de permettre en fait d'enregistrer ces professionnels dans le référentiel quand c'est utile. On ne vise pas du tout l'exhaustivité parce qu'ils n'ont pas cette obligation d'enregistrement au niveau texte. Donc légalement, ils peuvent exercer sans être enregistrés par l'ARS ou un ordre. Par contre, demain, IPPS Plus s'ouvre en fait à ces populations pour derrière leur équiper d'un identifiant IPPS et par la suite, donc ils ont la possibilité d'être équipés d'ICPS. Donc ICPS, c'est en fait on peut l'activer suite à l'enregistrement au IPPS+. Et on est en train de réfléchir pour les populations qui ont vraiment besoin d'une carte donc physique. Aujourd'hui, ils sont plutôt utilisés pour la transmission de feuilles de soins électroniques. Donc dans le secteur libéral, on essaye aussi de délivrer en fait une carte CPE, on l'appelle CPE+, demain, qui sont en fait véhiculés par un numéro identifiant IPPS. Donc voilà, un petit peu le paysage dans sa globalité. Donc la réponse, ce serait du coup oui, mais quand il y a un usage derrière, donc de usage numérique. Alors je permets peut-être de répondre à quelques questions qui sont posées donc un peu plus haut dans le chat sur la partie justement IPPS+. Une question, c'est, je les retrouve. La question de éducateur spécialisé, je crois que j'ai répondu oui. Donc, ça permet d'enregistrer et de distribuer donc un numéro APPS qui leur permet d'activer une ICPS. Il y a une autre question, je crois, c'est sur le rôle de l'autorité d'enregistrement en tant que grade. Donc, dans la phase d'expérimentation, les ARS et les grades sont prévus comme les employeurs d'un professionnel. Donc, vous avez la possibilité de jouer ce rôle d'autorité d'enregistrement pour enregistrer ces professionnels à rôle, donc dans la IPPS+. Après, on est en train d'élargir en fait ce périmètre à eux dans le texte définitif, hein, parce qu'actuellement, c'est encadré par le texte autorisant expérimentation, mais dans le texte définitif de nouveau arrêté RPPS+, RPPS tout court, on va dire, c'est élargi même pour, par exemple, les CEPAM, parce que les CEPAM aujourd'hui enregistrent déjà pas mal de professionnels dans le secteur libéral. Et aussi, on prévoit peut-être élargir vers les conseils départementaux qui sont aussi autorités sur certains professionnels du secteur médico-social. Donc voilà, déjà, dès maintenant, en tant que grade, vous pouvez enregistrer des professionnels. Mais encore une fois, donc, on se pose bien la question pourquoi on les enregistre. Parce que c'est un enregistrement à l'usage. Donc, ce n'est pas un enregistrement obligatoire. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions qui concernent la IPPS+. Je remonte rapidement.
Non, ça t'a répondu en effet. Je regarde tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Ah, il y a une question. J'en vois Ouais, pas. Si on tu as n'a lu. pas Ouais. la MS Santé si professionnel ne dispose pas de numéro APPS ou d'ADLI tels que les psychologues. Alors, pour information, les Ah oui. psychologues, ils sont déjà dans le ADLI. Donc, ils sont sous obligation d'enregistrement par ARS. Donc, demain, ils seront toujours enregistrés par les ARS pour exercer leur profession. Mais en 2022, en fait, il y a juste le numéro ADLI qui vont basculer en fait en numéro APPS. Et donc, du coup, ils sont déjà éligibles. Et puis, pour les autres professionnels, ça sera RPPS+, si bien sûr, ils sont éligibles à l'accès aux données de santé, quoi. Oui. Merci Yajong. Du coup, on te garde encore un peu, comme ça on regarde s'il y en a des nouvelles qui arrivent. Alors j'espère que j'en ai pas zappé entre-temps. J'en vois une. Faut-il encore être référent MS Santé pour demander des MS Santé? Alors je dois pas être assez vieille dans le domaine. Je ne sais pas ce que c'est qu'un référent MS Santé dans l'organisation. Est-ce que c'était suivant dans peut-être où vous travaillez? Est-ce que c'est dans un organisme particulier? Je ne sais pas si vous pouvez nous préciser la question. Voilà, parce qu'en tout cas, sinon, il faut pas être il faut être habilité à, mais un peu ce qu'on est en train de se dire là avec les professions éligibles. Mais sinon, voilà, si vous pouvez nous apporter une petite précision. Ça, c'est une question à laquelle on a déjà répondu, ça aussi. Je regarde ça, c'est pareil. J'ai trouvé une plateforme gratuite pour créer sa messagerie sécurisée. Ici, oui, Mailise. Mais côté établissement, j'ai besoin que les infirmières coordinatrices puissent avoir une carte CPS ou ICPS. Comment procéder? Alors, oui, Mailise, c'est la messagerie. Je crois que Mathieu, on l'a perdu. C'est la messagerie pour les libéraux, portée par l'Agence du numérique en santé. Donc évidemment, seuls les professionnels libéraux peuvent passer par Mailise, qui est une des messageries sécurisées de santé. Donc en effet, au sein de vos établissements, il faudra passer, comme on le disait tout à l'heure, par exemple le grade de votre région éventuellement ou un autre industriel pour pouvoir bénéficier d'une offre messagerie sécurisée de santé et équiper vos infirmières au sein de vos structures. Voilà, hop, ça remonte juste. Est-ce que voilà, et pour ceux qui utilisent Medimail, est-ce qu'il faudra ajouter un accès ou messagerie supplémentaire sur le MS Santé? Alors, si je dis pas de bêtises, Mathieu, tu me compléteras, mais Medimail, c'est une des messageries sécurisées de santé. C'est un peu en gros ce qu'on essaie de vous expliquer que MS Santé, voilà, c'est pas qu'une messagerie, c'est des messageries sécurisées de santé. Donc, enfin, Ouais, il faudra juste s'assurer parce qu'il y a en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tous les opérateurs et qui sont MS Santé peuvent proposer aussi des boîtes sécurisées au même niveau, mais qui sont peut-être pas encore dans l'espace de confiance. D'accord. Il faut s'assurer alors qu'elle est bien attention. déclarée dans MS Santé, mais en gros, Medimail a toutes les raisons possibles. Si jamais vous êtes un professionnel habilité à échanger des données de santé, et encore plus un professionnel de santé, et là, globalement, tout ce qu'on a mis en place devrait le permettre. Normalement, aujourd'hui, ils construisent directement une boîte MS Santé et pas uniquement une boîte Medimail. Donc normalement, ça devrait le faire, mais il faut juste le vérifier. Et si vous êtes justement, le MIPI respecte bien la nomenclature, si vous avez une adresse qui termine en @xxx.mssanté.fr, donc ça devrait le faire. Voilà. Alors, on a une autre question d'Amine. Bonjour, pour un éditeur de logiciels qui souhaite, je comprends comme ça, devenir opérateur MS Santé, quelles sont les étapes à suivre? Nous sommes obligés de passer par un opérateur tiers. Alors, vous pouvez devenir votre opérateur en propre ou passer par un opérateur tiers. Et à ce titre, je pense que Justine peut nous mettre les éléments. On a les éléments guides, etc., pour vous permettre de voir un peu avantages, inconvénients à l'une ou l'autre des options. Ouais, en fait, là-dessus, c'est qu'il faut voir un peu l'offre que vous voulez proposer. Je ne connais pas exactement votre solution en tant que de logiciel, mais si effectivement l'idée c'est que vous offrez une solution pour des professionnels, par exemple un DPI, l'idée c'est peut-être pas de proposer une offre de messagerie, mais effectivement juste un outil qui s'interface avec la boîte en présence au sein de la structure.
Donc, dans ce cadre-là, nous, il y a plusieurs possibilités. Et puis, il faudra suivre attentivement pour vous, je pense, tous les sujets Ségur, parce que l'objectif, c'est justement de financer pour le compte des établissements sanitaires, mais également des ESMS, la mise en place des services SOC dans les éditeurs. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez aussi peut-être solliciter ou vous référencer sur la base de dossiers de spécification de référence qui sont en train d'être formalisés. Et là-dessus, vous pourrez derrière effectivement commencer à voir comment vous raccorder à MS Santé. En tant qu'éditeur, il y a un référentiel, et je réponds aussi par là à toutes les autres questions sur le sujet. Il y a un référentiel important, c'est le référentiel 2 les référentiels 2 clients de messagerie MS Santé, qui est disponible sur notre site MS Santé, http mssanté.fr, la rubrique industrielle documentation technique. Et là, c'est pas tout à fait le premier lien, mais il apparaît un peu plus bas. Vous aurez le référentiel 2 qui vous explique tout comment vous rattachez à les exigences aujourd'hui qu'on a. On est en train de travailler d'ici fin d'année à une interface un peu plus poussée, standardisée pour que ça soit plus simple pour les éditeurs et les opérateurs de s'interfacer entre eux. Donc voilà, on est en train d'améliorer ça, mais il y a déjà des éléments pour vous sur notre site. Il y a une question, Yajong, si tu veux répondre en direct pour partager avec tous, celle des grades et des critères RPPS+. Oui, il y a eu une question, je voulais répondre, je me suis trompée de bouton. Du coup, je vais d'abord répondre à la question de Madame Aurélia Zani. L'obtention d'une carte CPE nécessaire, est-ce que c'est nécessaire d'être enregistré en fait dans la RPPS+, hein, c'est ça la question que vous posez. En fait, la question de enregistrement à RPPS+, c'est toujours conditionné par le usage, c'est-à-dire est-ce que qu'est-ce que vous faites en fait avec la carte CPE? Est-ce que vous faites que du accès physique ou accès même logique? Si accès logique se restreint à l'utilisation de logiciels métiers dans votre établissement, que vous n'avez pas besoin d'échanger avec l'extérieur, donc des acteurs extérieurs, à ce moment-là, l'identifiant national. Donc, en fait, c'est ça la valeur ajoutée de RPPS+, c'est un identifiant national qui est requis pour, par exemple, l'accès aux téléservices comme le DMP, comme, je sais pas, INSI ou d'autres services en fait qui requièrent une identifiant national qui est de type RPPS. Si ce n'est pas ce genre de usage, vous pouvez déjà s'équiper en fait en CPE classique. Donc ça suffit, ça permet déjà de répondre à vos besoins. Par contre, si le professionnel a besoin d'accéder aux téléservices nationaux qui demandent un identifiant RPPS, qui demandent un moyen d'authentification comme la ICPS ou comme le CPS à ce moment-là. Donc, il faut enregistrer dans la RPPS+. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet, justement, on peut en discuter. Alors, la question suivante, c'est de Monsieur David Dupont. C'est ça. Ouais. Vous êtes de quelle région? Vous êtes quelqu'un de grade, peut-être? Si vous pouvez nous préciser. Ouais. Parce qu'on a en fait initié des certaines réunions, certains contacts avec les personnes justement de chaque grade. Alors si vous travaillez dans ces sujets-là, je vous transmets en fait la dernière réunion qu'on a eue hier, donc l'après-midi, avec une réunion organisée interrégionale avec l'ensemble des régions sur ce sujet. Donc voilà, n'hésitez pas de me donner votre adresse et puis je pourrais vous transmettre l'info si vous êtes un des grades. Ça marche. Merci Yajong. On va attendre le retour s'il y a besoin de compléter. Alors là, on en a une. Les établissements qui n'ont pas intégré les coûts de la mise en œuvre de la messagerie sécurité santé dans leur dossier d'appel à projet ESMS numérique dans le cadre du temps 1, peuvent-ils espérer redéposer un projet spécifique dans le cadre du temps 2? Je ne sais pas si Sophie, tu veux répondre? Alors attends, parce que j'étais sur le chat. Alors, c'est en fait, il y avait une autre question. Voilà, c'est Romain qui nous demande là au niveau de l'appel à projet ESMS numérique en phase 1, il n'a pas. Les établissements qui n'ont pas intégré les coûts de la mise en œuvre de la MS Santé dans leur dossier AAP.
Peuvent-ils espérer redéposer un projet? Alors, en principe, non. Non. Vous pourrez pas redéposer un dossier dans le cadre de l'appel à projet, puisque j'imagine que vous avez déposé un dossier pour la question de la montée de version. Mais de fait, la subvention en fait qui est donnée dans le cadre de l'appel à projet ESMS numérique précisait bien cela, c'est-à-dire que dans le cahier des charges qui concerne les éditeurs, donc ça c'est une autre question qui était dans le chat, les éditeurs qui équipent les établissements médico-sociaux de dossiers usagers informatisés doivent prévoir effectivement l'ensemble des services et référentiels SOC, à savoir une solution MS Santé, l'INS, l'accès potentiellement bientôt au DMP et puis l'authentification avec la ICPS. Donc ça, c'est pour répondre à l'éditeur. Vous devez intégrer la MS Santé dans votre roadmap et dans les services que vous allez donner aux établissements que vous occupez. Et côté établissement, la subvention, elle concerne globalement l'équipement d'une nouvelle solution qui intègre tout ça. Ou alors, effectivement, si besoin, vous pouvez aller voir du côté du grade, donc côté régional, si eux proposent une solution gratuite de messagerie sécurisée, en espérant avoir répondu à la question. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on a encore un petit peu de temps. Je vous laisse. Je crois qu'on a fait le tour des questions, mais si vous en avez encore une ou deux. Et du coup, vous annoncez un peu nos prochains rendez-vous. Donc, on a un temps fort qui s'annonce puisqu'on va avoir la semaine MS Santé du 22 au 26 novembre avec un programme assez riche pour un petit peu tout le monde. D'abord, on aura un après-midi des chefs de projet des groupements régionaux d'appui au déploiement de la e-santé. Et puis, on aura le 22 en fin de journée également une table ronde en route pour la généralisation au médico-social. Donc, on vous en a un peu parlé. On a fait un petit peu de teasing au cours du webinaire, mais on vous invite vraiment à participer, à venir voilà, entendre ce qui se prépare et surtout, voilà, vous pourrez évidemment poser vos questions. On aura le mardi 23 un webinaire indicateur MS Santé. On s'est dit qu'il y avait vraiment un fort intérêt à revenir évidemment sur les indicateurs existants, mais aussi sur tout ce qu'on prévoit, notamment, Mathieu en a parlé, les indicateurs au médico-social, et puis encore une fois, l'arrivée de l'usager au travers de mon espace santé, ce qui va générer aussi des indicateurs. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse vous expliciter un peu plus concrètement ce qui se cache derrière ces indicateurs et surtout comment vous pouvez les utiliser dans vos structures. On aura notre comité des opérateurs et éditeurs MS Santé le 24 novembre, donc là un temps industriel. Et puis le 25 également en fin de journée pour tous les professionnels habilités, que vous soyez en établissement ou en monde libéral. Préparez-vous à l'arrivée de la messagerie santé de Mon Espace Santé. Donc là, c'est vraiment pour vous faire un retour d'expérience des territoires pilotes Loire-Atlantique, Haute-Garonne et Somme qui testent actuellement la messagerie santé de Mon Espace Santé au travers de ces 3 départements, donc les usages entre pros et usagers, et puis voilà, pouvoir vous faire des retours, vous expliquer ce qui se cache derrière ce nouveau service qui sera généralisé à l'ensemble de la population en janvier 2022. Vous dire aussi que bien sûr, toute la présentation, le replay vont être disponibles, dès, la fin, de notre séance. Donc je vois que, Mathieu est en train de répondre à une dernière, question, et sinon, bah, écoutez, en tout cas, on a été absolument, ravis de pouvoir, faire ce temps, avec vous. Voilà, on essaie, de renouveler l'essai régulièrement. Là, on a volontairement mis un temps, d'1 heure pour vous permettre, dans la mesure du possible, d'assister à l'ensemble. Voilà, donc Je ne sais pas si.
On a perdu Anne. Anne, j'étais pas sûr que ça soit Anne ou moi qui étions perdus. Donc, je vais terminer. Alors, j'ai encore juste 2-3 petites questions. Je voyais sur quel est l'intérêt de garder AppyCrypt. Alors, il y a forcément des besoins ou des usages qui sont encore présents. Mais c'est vrai que là, on essaie de pousser vraiment sur le sujet MS Santé. Donc, AppyCrypt est aussi un opérateur MS Santé dans certains cas. Il y a l'arrivée du patient, l'arrivée du médico-social, etc., qui ne sont pas sur les anciennes messageries, qui ne sont pas MS Santé. Donc, aujourd'hui, évidemment, l'intérêt où AppyCrypt était très bien déployé avant, et c'est plus tout à fait le cas, effectivement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui de déploiement des deux solutions. Donc, plutôt basculer sur MS Santé, que ce soit AppyCrypt V2 ou un autre. Donc voilà. Je voyais aussi juste la question donc du référent, j'y ai répondu. Je sais pas, j'avais pas en tête ce truc-là. Je voyais aussi le truc sur Office 365. Alors il y a des opérateurs qui font des liens avec Office 365, mais il est essentiel d'avoir une boîte MS Santé à côté. De toute façon, il faut un nom de domaine dans lequel le nom de domaine est important pour dire que vous êtes vous êtes bien dans l'espace de confiance, et donc il faut bien une boîte MS Santé au niveau, y compris si vous avez un proxy qui fait le lien avec les solutions Office 365. Donc voilà, à ce niveau-là, je crois que j'avais fait à peu près le tour, il me semble, à ce niveau-là. Mais en tout cas, il nous reste 3 minutes. Je regarde si, évidemment, on n'a pas d'autres questions au dernier moment. Je regarde le chat à ce niveau-là. A priori, on n'a que des merci. Et c'était parfait. Merci beaucoup et à bientôt. Donc, j'imagine qu'on a pu répondre à tous les éléments. De toute façon, vous avez nos contacts, c'est assez simple. C'est donc anne.laurin@isanté.gouv.fr. Pour moi, c'est mathieu.slozard@isanté.gouv.fr, et on essaiera de répondre à vos questions sur les sujets de MS Santé de manière générale, mais également sur le médico-social. On pourra voir avec nos équipes comme Sophie ou comme Yajong. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez transmettre votre avis pour dire que c'était parfait. Vous pouvez le faire en répondant au petit questionnaire que Elodie vient de lancer sur le webinaire. Super. Et ben, merci beaucoup. Et puis à très vite pour de prochains webinaires. Merci à tous.